Merci Madame la Présidente du jury de me donner la parole. Madame la Présidente du jury, honorable membre du jury, le sujet qui est porté à votre appréciation à ce jour, c'est la dynamique de la déforestation, de la dégradation des stocks de carbone dans la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université de Champ à Belabo, Est Cameroun. Ce sujet sera présenté suivant le plan seconde. En guise d'introduction, disons que les forêts tropicales, dans un contexte de changement climatique, sont des puits de carbone et des alternatives aux combustibles fossiles. Ces forêts sont cependant soumises à de très fortes pressions dues entre autres à l'agriculture et à l'exploitation forestière qui résultent dans la diminution du couvert forestier, la diminution également des stocks de carbone. C'est ainsi que le GIEC en 2007 estime à 17,4% des émissions de gaz à effet de serre anthropique liées à la déforestation. Cela montre tout l'intérêt des forêts tropicales pour le mécanisme REDD+. En effet, 239 millions d'hectares de forêts naturelles ont été perdus depuis 1990 et dans le bassin du Congo, l'évaluation des ressources forestières de la FAO en 2017 estime à 0,14% de taux de déforestation dans ce bassin. Au Cameroun, ce taux devient de 1%, lié principalement à la conversion des forêts pour l'agriculture, à la récolte du bois de feu et à l'exploitation forestière illégale. En avril 2016, par décret du Premier ministre, 2400 hectares ont été incorporés dans le domaine forestier de l'Université de Champ et les études de Angolo et collaborateurs en 2007 ont montré que les principales sources de revenus pour la population autour de cette forêt étaient l'agriculture et l'exploitation des ressources forestières. Or, ces activités sont les principaux moteurs de la destruction des couverts forestiers. Et dans cette perspective, où on veut gérer durablement cette forêt dans un contexte également des changements climatiques, il est nécessaire de se poser la question suivante: quelle est la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des sols, des stocks de carbone dans la forêt d'enseignement et de recherche? L'objectif global de cette étude est donc de contribuer à la gestion durable de cette forêt en fournissant des informations quantitatives et qualitatives sur la dynamique de l'occupation des sols et des stocks de carbone. Il s'agit plus spécifiquement d'identifier et de caractériser les moteurs de la déforestation et de la dégradation, de faire une étude diachronique de l'occupation des sols, d'évaluer les pertes de carbone liées à la déforestation et la dégradation, et enfin de proposer des stratégies pour l'atténuation de cette dynamique. Afin d'atteindre ces objectifs, la méthodologie suivante a été adoptée. D'abord, l'étude s'est réalisée dans la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université de Champ, située dans l'unité technique opérationnelle de Deng Deng dans la région de l'Est du Cameroun. Pour la collecte des données, tout d'abord, les données secondaires ont été collectées dans la bibliothèque du département de foresterie, dans la mairie de Belabo et le service de conservation du parc national de l'Indien et dans de nombreux sites internet. Pour ce qui est des données socio-économiques, il s'agissait principalement des entretiens avec les services étatiques, avec les gestionnaires des autres affectations des terres, les autorités traditionnelles, les groupes d'agriculteurs et les groupes de jeunes. Afin d'analyser la dynamique de l'occupation des terres avec des images satellitaires, les images de 1984, 2000 et 2016, plus précisément les images de Landsat, ont été téléchargées. Les corrections pour les images qui présentaient des nuages ont été faites à l'aide des images de dates voisines. Et tout d'abord, on s'est concentré à l'échelle de l'unité Ondendem avant de descendre à une échelle plus spécifique de la forêt d'enseignement et de recherche, incluant les villages d'Emba 1 et d'Emba 2. Pour l'estimation des stocks de carbone, un inventaire d'aménagement avec une méthodologie adaptée à partir de celle de l'ADF a été réalisé à un taux de sondage de 1%. Et le comptage s'est fait dans le long de ces 4 rayons sur des parcelles qui avaient une structure, comme le montre cette figure. Dans ces parcelles ont été collectés des arbres de diamètre supérieur ou égal à 5 cm, y compris entre 5 cm et 20 cm dans les parcelles de 10 mètres de long, et dans tout le reste des parcelles, il s'agissait des arbres de diamètre supérieur à 20 cm. Et ainsi, pour l'analyse des données, tout d'abord, le logiciel Excel nous a permis de faire une analyse descriptive de l'occupation des sols et des moteurs de la déforestation. Ensuite, l'équation de Chave et collaborateurs en 2014 est présentée ici, qu'on nous a permis de calculer les stocks de carbone à biomasse aérienne. Et en suivant les recommandations du GIEC, nous avons calculé l'équation, nous avons calculé la biomasse racinaire et les densités utilisées dans cette formule issues de divers documents et fiches techniques. Pour ce qui est de l'analyse diachronique des images, les logiciels Envy et ArcGIS ont été utilisés tour à tour et une classification supervisée a été réalisée en utilisant les données collectées sur le terrain. Madame la Présidente du jury, honorable membre du jury, en appliquant cette méthodologie, les principaux résultats suivants ont été obtenus. Tout d'abord,
Comme moteur de la déforestation et de la dégradation dans cette forêt, on a identifié principalement l'agriculture et l'exploitation du bois. L'agriculture se déclinant en agriculture itinérante sous bruni, qui représentait 3,47% des occupations des sols rencontrés. Ensuite, la cacaoculture représentait 4,28% des occupations des sols. Et enfin, les jachères, 3,63%, prouvant ici des activités agricoles antérieures. Pour ce qui est de l'exploitation du bois, il y avait tout d'abord l'exploitation artisanale pratiquée le long des pistes et des champs agricoles ici, c'est-à-dire dans les zones qui sont les plus accessibles. L'exploitation industrielle a été pratiquée dans cette zone antérieurement entre 1970 et 1990 par la Société forestière industrielle de Belabo, abrégée sous FIBEL. Ensuite, l'exploitation du bois énergie se pratique dans les champs et Angolo et collaborateurs en 2007 disent que c'est en fait le bois qui est la principale source d'énergie dans toute cette zone. Pour ce qui est de la dynamique de l'occupation des sols, les cartes de 1984, 2000 et 2016 ont été traitées dans le logiciel ArcGIS-NV, comme dit précédemment, et le résultat est présenté ci-contre. On y a identifié des types d'occupation des sols tels que les affleurements rocheux, les bâtis, les plantes de les sols, la végétation claire, la végétation dense et la végétation de savane. Il ressort donc de cette figure, de cette carte, que la végétation dense a diminué de 2297 hectares depuis, entre 1984 et 2016, pendant que la végétation claire a diminué de 33 936 hectares entre cette période, dans le cours de cette période. Et conjointement, la superficie occupée par les bâtis a augmenté et celle occupée par les plans d'eau a augmenté en 2016. C'est situé à la création du barrage hydroélectrique de Lompanga. Il ressort donc globalement que Butéo-Ndeng a perdu 36 223 hectares de forêt entre 1984 et 2016, nous permettant ainsi d'obtenir un taux de déforestation net de 0,12% par an, ce qui est comparable au taux de déforestation trouvé par DEWAC et le laboratoire en 2014, qui était de 0,14%. Dans le cas spécifique de la forêt d'enseignement et de recherche, on remarque tout d'abord que les principaux points chauds de la déforestation sont les villages d'Emba 1 et d'Emba 2. On note également la présence d'une savane naturelle qui existe depuis des lustres dans cette forêt. Et globalement, il ressort de l'analyse de ces images que la végétation dense a diminué de 1868 hectares entre 1984 et 2016, pendant que la végétation claire a connu des variations mais est restée sensiblement égale. Et donc, globalement, la forêt d'enseignement et de recherche et sa zone périphérique ont perdu 1871 hectares, soit 15,43% de surface forestière initiale en 1984. Et ce qui nous permet d'obtenir un taux de déforestation moyen annuel net de 0,48%, soit 4 fois supérieur au taux de déforestation observé dans tout l'UTML. Ce taux se déclinant en 0,86% entre 1984 et 2000 et 0,06% entre 2000 et 2016. Pour ce qui est de l'occupation actuelle des terres, telles que réalisées au cours des activités de l'élevage, en suivant les recommandations de l'ONADEF, on constate que sur les 4 lions qui ont été représentés, les lions 1 et 4, qui sont ceux respectivement proches des villages d'Emba 2 et d'Emba 1, sont ceux les plus perturbés par les activités anthropiques. Mais sur le lion 1, on remarque également la présence de la savane vue précédemment. Aussi, la figure, ça nous présente l'occupation globale des terres ou de la ferme, où on remarque une nette dominance des forêts secondaires jeunes sur les autres types d'occupation. Pour entrer au niveau de la dynamique des stocks de carbone, tout d'abord, c'est d'intéresser à la surface terrienne, à la densité des arbres à titre d'occupation des terres. Et on se rend compte que tout naturellement, les forêts secondaires adultes présentent la plus forte densité, la plus grande surface terrienne des arbres, alors que, de surface, alors que les champs de culture mixte présentent des plus faibles valeurs lorsqu'on s'intéresse aux forêts de TFM. Également, quand on regarde un peu les familles présentes, on se rend compte que les mésiliacées, les spéculacées, les amanacées, les sylvapinacées ainsi que les mimosacées sont les espèces les plus abondantes dans cette forêt, ce qui provoque les résultats trouvés par nous en 2016 et par la direction des forêts en 1984. Mais les tousés
En 1985, on avait également trouvé les jeunes massifs. La différence peut se justifier par le fait qu'il y a eu de nombreuses activités d'exploitation dans cette forêt depuis ce temps. Mais là, ce n'est que l'abondance en termes de nombre d'espèces par famille. Alors que si on s'intéresse au nombre des tiges, les myricacées avec la principale espèce bilombale sont la famille la plus abondante. Ainsi, dans les différentes strates, on se rend compte que les forêts secondaires apparaissent avec 232 tonnes de carbone par hectare, alors que les champs de culture mixte apparaissent avec 94,41 tonnes de carbone par hectare. Ces résultats, tels que présentés, corroborent ceux de Moufou en 2011 et de Silat en 2014. Mais Migny en 2009 avait trouvé des différences qui peuvent se justifier par le fait qu'il avait globalement pris tous les types de forêts. Et le faible taux de carbone dans les champs de culture mixte peut se justifier par une destruction systématique des jeunes tiges lors des activités agricoles, telles que le dit également Silat et collaborateurs en 2016. Ainsi, lorsqu'on regarde cette dynamique, on se dit quelle stratégie adopter pour gérer durablement cette forêt. La première étape d'abord, c'est les questions d'identifier les parties prenantes. Et ces parties prenantes ont été catégorisées en deux, les parties prenantes primaires et les parties prenantes secondaires. Les parties prenantes primaires comprenant les populations riveraines, les autorités administratives et les partenaires. Les parties prenantes secondaires étant les exploitants forestiers et le parc national de Ndingler. Mais à l'heure où je vous parle, comment est-ce que ces parties prenantes interagissent dans cette zone? Et c'est à cette réponse que répond ce premier graphe qui présente la réunion de coordination qui regroupe les responsables des différents gestionnaires des différentes affectations des terres dans l'UTO et est présidé par Guy Vigilant. Mais on a trouvé précédemment que l'agriculture était le principal moteur de la déforestation. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intégrés? L'Université de Tchad également est un acteur dans cette zone. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intégrée dans cette table de discussion? Et c'est pour ça qu'on s'est dit pour une gestion plus intégrée, il faudrait que ces deux acteurs y interviennent. Et également, on a le Conseil de sécurité dans l'ensemble de Béabo qui regroupe une plus vaste gamme d'acteurs, mais on se rend compte que l'Université de Tchad n'y est pas intégrée. Au fil de tout ce qui se précède, il devient impératif de proposer une stratégie pour la gestion de cette durable de la forêt d'enseignement et de recherche. Et c'est ainsi qu'un mécanisme de gestion a été proposé, axé sur 4 objectifs. Donc, le premier est de gérer durablement les activités humaines dans la forêt, afin de maîtriser l'occupation des sols et de gérer durablement les ressources qui sont présentes. Ce sont été le temps de regrouper les populations riveraines au sein d'associations afin de mieux interagir avec elles. Le troisième étant de renforcer l'implication de l'université au sein de l'UTO. Et enfin, il s'agissait de renforcer la présence de l'université et des activités de recherche dans cette forêt, car lorsque il n'y a pas d'activité dans la forêt, les populations locales la considèrent comme un espace libre de toute occupation où, sur la capacité de défrichement, définir les limites des parcelles. Au vu de ces résultats, les principales conclusions suivantes peuvent être tirées. Tout d'abord, on se rend compte que la forêt d'enseignement et de recherche fait l'objet d'un défrichage effréné en faveur de l'agriculture et que la conversion des forêts secondaires adultes en terres agricoles contient une perte moyenne de 138 tonnes de carbone par hectare. Le taux de déforestation dans cette forêt étant 4 fois supérieur à celui observé dans tout l'UTO Ndingler. Et il est ainsi urgent d'agir en faveur de la gestion durable de cette forêt et seule une stratégie intégrée et inclusive peut permettre d'atteindre cet objectif. Nous recommandons donc ainsi à l'Université de Tchad d'ouvrir et de matérialiser les limites de la forêt d'enseignement et de recherche, de cartographier de façon exhaustive les parcelles présentes dans cette forêt, de renforcer la collaboration avec les populations locales et de les responsabiliser, d'envisager le mécanisme REC+ comme un outil de financement des activités d'aménagement durable de cette forêt, de promouvoir les systèmes agroforestiers, en particulier à base de cacao, caïd et montré qui sont des systèmes qui préservent mieux les stocks de carbone de couverts forestiers, de multiplier les voyages d'études dans cette forêt afin de mieux signifier la présence de l'université. Aux partenaires scientifiques et techniques, nous recommandons de saisir l'opportunité qu'offre la forêt d'enseignement et de recherche pour mener des recherches sur les mécanismes des concepts forestiers environnementaux avant leur implémentation, de mobiliser les fonds pour le financement des projets de recherche dans cette forêt, de promouvoir les PSE dans le massif forestier de Ndingler afin d'y réduire la déforestation et la dégradation. Sur ce, nous vous remercions.